Bonjour à tous, capsule juridique numéro 215 du 15 juillet 2024. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir maître Nancy Rizacher qui va nous parler d'une nouvelle bonne décision intervenue. Donc pour une fois, je vais la boucler. Et c'est à toi Nancy, merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Je vous avais sans doute parlé, rappelez-vous, de la décision du 3 mai 2023 du Conseil de prud'homme de Nancy qui avait donné gain de cause à une de mes clientes, une lingère, et qui avait vu son contrat de travail suspendu suite à un refus de vaccination. Et cette suspension avait été annulée par le Conseil de prud'homme de Nancy, donc le 3 mai 2023. C'était déjà il y a un peu plus d'un an. Juste par transparence, ce jugement a fait l'objet d'une procédure d'appel. L'employeur a diligenté un appel et la Cour d'appel de Nancy, le 20 juin 2024, a débouté ma cliente et a infirmé le jugement du Conseil de prud'homme, donc du 3 mai 2023, quasiment Mhm. en tous ses points. Inutile de vous dire l'état psychique dans lequel j'étais lorsque j'ai constaté que la Cour d'appel n'avait absolument pas suivi la motivation du Conseil de prud'homme. Mais quelques jours plus tard, le 3 juillet 2024, le Conseil de prud'homme de Nancy, toujours Donc le, lui, le même qui le avait même, donné droit, enfin fait droit aux demandes de ta cliente, oui. c'est ça, fait de la résistance. Ouais. Et aujourd'hui, établit un courant jurisprudentiel, parce que je pense qu'à partir de deux décisions, on peut quand même considérer qu'il y a un courant jurisprudentiel en tout état de cause au Conseil de prud'homme de Nancy. Mhm. Et cette décision du 3 juillet va plus loin que la décision du 3 mai. C'est pour ça que Donc je vous ai on fait un parle peu. pas de la même personne, on est bien d'accord. On a Pas du tout. Je vous voilà, parlais d'une lingère qui était voilà. donc dans les Vosges, dans un EHPAD des Vosges. Là, je vous parle d'une infirmière qui est donc dans un établissement. Alors, je ne sais pas si je peux le nommer. Je pense que je peux le nommer. À toi de voir, ça c'est à toi de le dire. Bon, bah, En dans même un temps, ça n'apporte établissement. peut-être rien au Oui, débat. dans un état. Donc, elle est infirmière et là, Mais donc, cette elle est en fois-ci, contact avec les malades, en celle-ci, pour de Meurthe-et-Moselle. bon. Voilà. Donc, cette infirmière a saisi par mon intermédiaire donc le Conseil de prud'homme de Nancy. Alors, non seulement d'une demande d'annulation de sa décision de suspension, c'est ce qu'on avait fait avec la lingère puisque c'était Oui. avant le 15 mai 2023, date à laquelle, vous le savez, les soignants ont été réintégrés. Alors, toujours avec cette épée de Damoclès, puisque c'est un décret qui a annulé la suspension provisoirement. La loi du 5 août n'est pas abrogée, mais en tout état de cause, les soignants ont été réintégrés. Donc, à partir du moment où la réintégration des soignants a été prononcée, nous avons pu mesurer le préjudice, en plus exactement les préjudices, Mhm. entre la date de suspension, alors qui était à partir du 15 septembre, en l'occurrence, ma cliente infirmière, donc celle pour laquelle j'ai obtenu le jugement du 3 juillet 2024, avait été suspendue le 16 septembre 2021 et réintégrée ensuite. Alors, elle avait eu quelques mois pendant lesquels elle avait pu travailler dans le cadre de certificats de rétablissement, mais en tout état de cause, elle avait été suspendue. Donc, ce qu'on a demandé, c'est outre la suspension, l'annulation de la suspension, c'est l'indemnisation des préjudices. Quand je dis D'accord. De préjudice, manière globale, sur le fond, pour de bon, quoi. exactement, Ok. c'est le rappel des salaires pendant toute la période non travaillée, y compris tout ce qui allait avec, les primes, les droits Ouais, à la retraite, les ancienneté, tout droits à ça, ouais. l'ancienneté, Mhm. voilà, la reconstitution complète de sa carrière depuis la suspension, donc le 16 septembre 2021, plus les préjudices matériels, parce que il faut pas oublier qu'il n'y a pas que le préjudice salarial financier, il n'y a pas que les rappels de salaire, il y a également tout ce que les soignants ont été obligés de mettre en place pour compenser cette absence de revenus brutale et totale. Ah, mais alors qu'on leur disait qu'ils pouvaient pas travailler ailleurs, en plus, si je me rappelle bien. Alors, pour les agents publics, non. En principe, ils ne pouvaient pas travailler ailleurs. Pour les salariés du droit privé, ils pouvaient travailler ailleurs. Simplement, il fallait informer l'employeur. L'employeur D'accord. qui pouvait refuser éventuellement. Alors, pas dans le cadre d'un temps partiel, parce qu'évidemment, dans le cadre d'un temps partiel, vous pouvez avoir plusieurs employeurs. Et dans le cadre d'un temps plein, Ok. il fallait effectivement avertir l'employeur. Donc, les préjudices matériels, vous avez, les soignants ont dû, par exemple, vendre leur voiture, éventuellement appeler à la solidarité familiale, faire un certain nombre de démarches pour permettre à leur famille ou même à eux-mêmes de survivre. Donc ça, c'est ce que j'appelle le préjudice matériel qui Et est induit. petite question, justement, quand les soignants font appel à leur famille, comment est-ce que tu calcules le préjudice? Juste ce qu'ils ont emprunté ou tu fais autrement?
En réalité, il y a une partie où c'est du préjudice purement matériel, c'est la reconnaissance de dette, entre guillemets, envers leur Oui, famille, ou le montant, effectivement, qu'ils ont été obligés d'emprunter, ou que ouais. la famille leur a Donné, donné pour oui, les laisser vivre. Et puis, il y a le préjudice moral qui vient s'accentuer, parce qu'il y a le degré d'humiliation, il y a le ouais. fait que ce sont des personnes qui ont été obligées d'aller vers la famille. Ça a été aussi l'humiliation d'aller au Resto du Cœur ou au Secours populaire. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de soignants qui étaient obligés d'aller Resto dans du des cœur, où en plus paniers. on n'acceptait pas les non-vaccinés, si je me rappelle bien. Déjà, où ils étaient obligés de faire en sorte de pouvoir vivre et de vivre Mhm. aussi de dons, hein, parfois, Ouais, puisque donc tout ça, ça vient aussi grossir le préjudice moral. ok. Donc le préjudice moral, il est bien sûr, il est clair qu'il est parce que du jour au lendemain, ils ont été suspendus sans rien du tout et on les applaudissait encore une fois quelque temps avant et ensuite on les a mis au banc de la société avec en plus une suspicion de se dire que ils mettaient en danger. Ils mettaient en danger la population, les personnes vulnérables dont ils s'occupaient. Ce qui est faux, puisqu'on le sait tous maintenant, c'est avéré. Des soignants vaccinés, mais positifs, ont été rappelés pour les périodes de grande tension. Moi, j'ai des dossiers où j'ai des plannings, où j'ai d'un côté le test positif de l'infirmière disant ben non, moi je ne viens plus travailler puisque je suis positive, et le planning qui l'a fait revenir malgré tout alors qu'elle avait des symptômes. Mais la Ah, hiérarchie a exigé à ce qu'elle vienne. c'est Donc intéressant, tu me diras comment les juges ont apprécié ça, oui. c'est très intéressant parce que ben là j'aurai les délibérés pour ce dossier-là en particulier, notamment j'aurai un délibéré courant septembre. D'accord. Et on l'a mis dans le dossier et c'est objectif. Mhm. Alors qu'à l'inverse, toute une cohorte de soignants était prêts à faire des tests pour montrer qu'ils allaient travailler n'étant pas vaccinés, mais n'étant pas contaminés, ni a fortiori contaminants. Et puis après, il y a tout le discours de savoir si cette injection était fiable ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Et pour éviter la censure, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ouais. Donc, cette décision du 3 juillet, pour revenir à notre sujet, fait en fait une première analyse qui, pour moi, est inédite. C'est-à-dire qu'on a entendu ici et là, sans arrêt, parce qu'il y avait une décision du Conseil constitutionnel du même jour, le 5 août 2021, on nous disait, enfin quand je dis on, c'était un petit peu la rumeur, le lieu commun, enfin les choses qui circulaient, de dire mais de toute façon cette loi est constitutionnelle. C'est faux. C'est faux puisqu'on le sait tous, le Conseil constitutionnel ne peut pas aller ultra petita, au-delà de ce qu'on lui demande, et on ne l'a pas interrogé sur cet article 14. On l'a interrogé sur plein d'autres points, certes, mais pas sur l'article 14. Et là, le Conseil de prud'homme, et je tiens vraiment à saluer le courage des conseillers prud'homaux du Conseil de prud'homme de Nancy, parce qu'ils écrivent noir sur blanc que la loi du 5 août 2021 n'a toujours pas été entièrement consacrée dans sa constitutionnalité. Bien. Et ça, j'estime que c'est quelque chose qu'il faut marteler et il faut quand même, en tant que juriste, en tant qu'avocat, que l'on insiste sur ce point parce que c'est très important et ça ne permet pas de balayer d'un revers de main le fait qu'on discute de ces dispositions et de ces, je dirais, ces aberrations qui ont conduit aux situations dramatiques qu'on connaît. Donc, ensuite, le Conseil de prud'homme se prononce sur est-ce que c'est une sanction pécuniaire illicite ou pas? Est-ce que c'est une discrimination ou pas? Donc là, Mhm. en toute transparence, non, le Conseil de prud'homme dit ce n'est pas une sanction pécuniaire illicite parce qu'on n'est pas sur ce registre-là et ce n'est pas une discrimination non plus parce qu'il n'y a pas de traitement différent. Oui, parce Euh, que tous les non-vaccinés avaient le même traitement. voilà. Et Ouais. la Ça, on sanction, l'avait vu dans d'autres décisions aussi, d'ailleurs. exactement. Ouais. Et la sanction, elle n'est pas non plus une sanction pécuniaire illicite et elle n'est pas une sanction disciplinaire parce que la loi, pourtant très très mal rédigée, avait pris la précaution de dire que on n'était pas sur le terrain disciplinaire. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que le jugement du Conseil de prud'homme indique clairement qu'il y a une violation du libre choix et du consentement éclairé à consentir à un traitement, une injection, voire un vaccin. Donc rien que dans les termes utilisés, je trouve qu'il y a des Ouais. nuances, et il y a je dirais, une conviction et une résistance que je salue encore. C'est-à-dire que le libre choix de consentir
encore une fois, un traitement, une injection, un vaccin, il est sacré et le consentement doit être éclairé. Est-ce que Donc, la excuse-moi violation. de t'interrompre, est-ce que Oui, dans ta plaidoirie, tu avais parlé notamment de la Convention d'Oviedo, etc. Ça faisait bien partie. sûr, je vais y venir après. Bien Ok, sûr. pardon. Bien sûr, c'est hyper important. Mais là, la violation de l'article 1111-4 du Code de la santé publique est clairement établie par le Conseil de prud'homme. Dans la même lignée, il ajoute qu'il y a eu violation du secret médical. Évidemment, le secret médical est intangible. Il est uniquement gardé par le médecin du travail, alors qu'il fallait donner, alors tant son statut vaccinal que son certificat de rétablissement. Le Oui, c'est problème, vrai. c'est que le sujet, il est partout. Mhm. À partir du moment où on a levé ce secret médical et qu'on l'a finalement dilué, dispersé auprès de personnes qui n'avaient aucun intérêt et ne présentaient aucune garantie par rapport à la situation vaccinale des soignants, eh bien, il y a violation du secret médical, article L 4624-8 du Code du travail. Là, c'est clairement établi noir sur blanc. Et puis après, il y a effectivement toute la discussion sur les textes internationaux. Les textes internationaux qui vont de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui Pour le consacre respect le de la vie respect de la vie privée. privée, voilà. Voilà. Et la santé fait partie de la vie privée. Le droit à la santé fait partie de la vie privée. Et c'est là où on met aussi en exergue les articles 5 et 10 de la Convention d'Oviedo, Mhm. qui sont dans le même sens, qui consacrent la vie privée et que là, en l'occurrence, la loi du 5 août a violé. Il y a également la Convention numéro 111 de l'OIT, qui est par rapport à tout ce qui concerne les discriminations et tout ce qui concerne, je dirais, le code du travail appliqué de façon stricte, mais au niveau international, et le règlement de l'Union européenne du 14 juin 2021, qui lui aussi, alors certains conseillers prud'homaux, d'autres conseils de prud'homme l'ont vu sous l'angle simplement d'une possibilité de passer les frontières, entre guillemets, sans y voir un intérêt vraiment plus loin par rapport à la vaccination. Là, le Conseil de prud'homme de Nancy dit clairement qu'il y a eu violation donc, du règlement de l'Union européenne du 14 juin 2021. Donc, Donc, c'est vraiment du pain béni, entre guillemets, cette décision, parce que on nous dit toujours que ce n'est pas bien motivé. Alors, je sais très bien que les cours d'appel ont des autres sons de cloche, puisque il y a d'autres cours d'appel qui systématiquement déboutent les soignants par rapport à d'autres motivations, sauf que ce que j'ai constaté dans les arrêts d'appel, c'est qu'il y a une sorte de cercle vicieux et de postulat faux au départ. C'est-à-dire que le postulat des magistrats professionnels, c'est de dire, comme le gouvernement, il y avait une vaccination, la vaccination est efficace, la vaccination devait protéger, devait empêcher la contamination. Alors, quand vous partez de ce postulat faux, forcément, vous arrivez à un raisonnement qui est biaisé et à une conclusion qui est également erronée. L'avantage, c'est que aujourd'hui, les conseils de prud'homme ont fait preuve non seulement d'analyse juridique, mais également de bon sens et ne se sont pas laissés piéger par ce postulat qui est encore une fois faux. Et maintenant, on s'aperçoit que ce soit au niveau international ou que ce soit au niveau français, même si on a un peu plus de mal en France à reconnaître ça, eh bien, le vaccin n'était pas un vaccin. Bref, et ça maintenant, veut dire, excuse-moi de t'interrompre, que oui, le Conseil des prud'hommes a accepté de faire un contrôle de conventionnalité de la loi, bien c'est-à-dire un sûr, contrôle de conformité de la loi aux conventions internationales, ce que d'autres juges refusent en disant c'est pas à nous de le faire. mais c'est ce qu'il faut, parce que en réalité, le Conseil de prud'homme, et il le dit clairement, c'est son travail de faire Et le oui, contrôle c'est de ce qu'on n'arrête pas de dire constitutionnalité. depuis 3 ans, et il y a plein de juges qui ont débouté les partis en disant nous on fait pas de contrôle de conventionnalité, mais pourtant c'est à eux de le faire. Mais bien sûr, et je vais te lire l'attendu qui est vraiment important. Attendu que le Conseil de prud'homme est habilité à écarter la loi et faire application des règles européennes et internationales qui interdisent une telle suspension du contrat de travail et de rémunération. Norme. La juridiction de droit pour apprécier, alors un cas d'espèce bien sûr, mais Ouais. ça a toujours été les juridictions internes, les juridictions nationales. Aujourd'hui, on a eu une levée de bouclier, on a eu des contournements de ce principe-là qui est dans tous les autres dossiers beaucoup moins politiques, et il est appliqué. Là, en l'occurrence, il n'est pas appliqué parce qu'on ne veut pas juger. Et les conseils de prud'homme, moi j'ai une présidente de conseil de prud'homme, je dirais pas lequel, bien sûr c'est pas Nancy, qui m'a dit, oui, on va renvoyer le dossier
Mais j'ai dit d'accord, mais pas aux calendes grecques. Elle m'a répondu, bah si, parce qu'on a besoin d'avoir de la jurisprudence. Une Ah présidente oui, de mais conseil de prud'homme, c'est eux la si elle tranche jurisprudence. pas, il n'y aura jamais de jurisprudence. Donc aujourd'hui, on a quand même un vrai, pour moi, un vrai déni de justice, sauf dans ces décisions-là où finalement on s'aperçoit qu'il y a quand même heureusement des conseillers prud'homaux qui font leur travail. Alors la conséquence, c'est le rappel de salaire pendant toute la période de suspension, c'est le préjudice matériel 3 000 euros, le préjudice moral 2 500 et de l'article 700 à hauteur de 2 500. Alors après, on peut apprécier le quantum. Aujourd'hui, on est plutôt sur, je dirais, une bataille et un combat de principe. Ma Exactement. cliente était tout à fait ouverte à ça. Alors évidemment, il y aura un appel, j'imagine. Je n'ai encore pas, à cette heure-ci où je vous parle, le 15 juillet, je n'ai encore pas comment dire, la déclaration d'appel de la partie adverse. J'imagine qu'elle va faire appel. Donc, à suivre, je ne veux pas faire de triomphalisme à tout craint, mais ce que je veux dire quand même, c'est que plus il y aura de décisions comme ça, et là, à Nancy, il y en a deux, et à partir de deux, il y a un courant jurisprudentiel, et bien que ça fasse école dans les autres conseils Ouais, prud'homaux ouais. de France et de Navarre, parce que c'est hyper important aussi pour la sécurité juridique et l'égalité des citoyens devant l'appréciation de la loi, parce qu'aujourd'hui, qu'on habite Nantes, qu'on habite Perpignan, qu'on habite Nancy ou Épinal ou Strasbourg, on s'aperçoit qu'on est forcément soumis à une appréciation distincte. Mhm. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et moi, je plaide pour l'harmonisation et j'espère que cette décision va pouvoir circuler et faire école dans différents conseils de prud'homme parce que pour moi, ce sont des décisions qui sont à la fois courageuses, mais aussi conformes à l'état de notre Ouais. droit. Après, est-ce que pour la lingère dont tu parlais avant, est-ce que, bon, l'appel, on a entendu à réformer la bonne décision de première instance, est-ce Oui. qu'il y a un pourvoi en cassation qui est évoqué ou pas? Alors, je suis en discussion avec ma cliente parce qu'il y a deux paramètres. Il y a le paramètre effectivement du coût de la procédure, sachant qu'il y a aussi de l'aide juridictionnelle, mais bon, un pourvoi en cassation ce sont des avocats au conseil, donc et Si, puis la si jamais cliente, il a ouvert une cagnotte quelque part, n'hésite pas à me transmettre le lien pour que je le diffuse maintenant bien ou plus sûr, tard. bien sûr. Alors, j'ai pas lancé de cagnotte parce que en fait, ma cliente, la lingère, est vraiment une battante et elle a toujours voulu s'en Je sortir. crois qu'on l'avait vu à la télé, non? Oui, c'est Oui. ça. Enfin, à la C'est télé, vraiment quelqu'un sur qui Internet. exactement, ben, il y avait eu France 3 qui avait fait un Ah petit ben voilà, reportage, ok. bien sûr, oui, oui, Oui. oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui est une battante. Aujourd'hui, elle a envie de continuer, mais en même temps, elle est épuisée de ces années de procédure. Donc, elle réfléchit. Elle n'a pas dit Et non, elle n'a pas dit oui. est-ce que Mais moi, d'après toi, tu auras un moyen de cassation? moi, je pense qu'à partir du moment où on a justement un courant jurisprudentiel de première instance, un courant jurisprudentiel complètement à l'inverse, c'est-à-dire c'est blanc et noir. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, en droit, on ait une véritable interprétation. Donc oui, moi j'y crois. Maintenant, il faudra voir si les avocats au conseil, à l'examen de recevabilité du pourvoi, vont dans ce sens aussi. Voilà, pour Mais les pour ce auditeurs, je rappelle que la Cour de cassation n'est pas là pour faire de nouveau un appel de la Cour d'appel. La Cour de cassation, elle est là pour voir si la loi a été correctement appliquée par les juges du fond, c'est-à-dire c'est ça, tribunal de première instance ou quand il y a un appel possible, la Cour d'appel. c'est Donc c'est pour ça. ça qu'il faut un moyen et c'est pour ça aussi qu'il y a des juges, enfin des avocats qui sont spécialisés là-dedans, qui sont en nombre limité et à qui on demande de donner un avis sur les moyens qu'ils pourraient, d'après eux, invoquer pour obtenir la cassation de l'arrêt. Ça, c'est pour l'explication en français Bien courant. sûr. Bien sûr, non, non, mais c'est important parce que c'est sûr que c'est un peu le parcours du combattant. Mais au bout, il y a quoi? Il y a non seulement la Cour de cassation, mais il y a la Cour européenne des droits de l'homme aussi. Mm. Puisque là aussi, pour faire une petite explication juridique, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut être saisie que si, dans notre jargon, les voies de recours internes ont été épuisées. En clair, ça veut dire qu'on a dû, première instance, appel, cassation, et seulement ensuite on Ouais. peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et sachant que C'est la là Cour qu'on a européenne, c'est très très long aussi. c'est Enfin, très, c'est très long, mais ça donne de l'espoir quand même parce que ouais. aujourd'hui, quand on se rend compte que un certain nombre de textes européens ont été vraiment violés par la France, il y a peut-être un peu moins de pression, en tout cas franco-française au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, et j'ai bon espoir qu'il y ait un peu plus d'ouverture d'esprit. Alors, sauf erreur aussi, dans un procès comme ça, d'autres États peuvent se joindre au niveau de la procédure de la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, j'en ai jamais fait, mais il me semble que quand il y a un arrêt comme ça qui est susceptible d'être rendu et qui a des implications dans tout le territoire du Conseil de l'Europe, des États peuvent venir se joindre à la procédure pour faire valoir leurs arguments aussi.
On s'aperçoit que de toute façon, ce phénomène, il a été mondial, il a été européen, il a Oui, été bien sûr. international. Donc, c'est vraiment quelque chose qui parle à tous les citoyens du monde. Et c'est très important de lever cette insécurité juridique, sachant que les dégâts de ces lois, alors que je qualifie pas d'exception, parce que là aussi, c'est encore un lieu commun où on nous dit, oui, mais c'était l'urgence, c'était la gestion de la pandémie dans l'urgence. Faux. La loi du 5 août, elle a fait l'objet d'une navette parlementaire, elle a fait l'objet de tout ce qu'il y a de plus ordinaire dans le cadre de l'adoption de la loi. Oui, Donc, et puis surtout, il faut dire aussi que les droits et libertés, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont là pour être respectés tout le temps, y compris en cas d'urgence. bien sûr, Ce n'est pas une variable d'ajustement qu'on met sous le tapis quand ça nous arrange. bien sûr, bien sûr. Alors après, on nous donne l'exemple du confinement qui a été obligé. Alors il y a effectivement une balance, hein, avantages, inconvénients, intérêts et contraintes, mais ça, ce sont des choses qui doivent être toujours mesurées à l'aune du principe qui est la liberté. L'atteinte à la liberté ne peut être que l'exception, et l'exception encadrée, mesurée, proportionnée et en tout cas contrôlée par un juge. Extra. Écoute, c'est très bien tout ça. Ça te va? Oui, ah bah oui, c'est parfait. Écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, forcément. Merci beaucoup et puis à bientôt.